Célébrons la Journée internationale des personnes handicapées. Et le sujet de cette année est de reconstruire de façon plus durable après le Covid-19 avec pour les personnes handicapées. Ces personnes qui sont touchés plus gravement que les autres du fait de cette pandémie. Et dans ce contexte, le sujet de cette année rappelle l'importance de renforcer nos efforts collectifs en matière d'accès universel de services essentiels, en matière de santé, protection sociale, éducation, infrastructures numériques, information, emploi, entre autres, afin que les personnes handicapées ne soient pas laissées pour compte, surtout en cette période de crise. Avant de poursuivre, sachez que vous avez des options linguistiques aujourd'hui. Si vous cliquez sur la map monde en bas à droite, vous aurez la possibilité de choisir le français, l'anglais ou l'espagnol. Vous avez également un bouton pour la séance questions-réponses. Vous pouvez soumettre vos questions. Nous espérons avoir suffisamment de temps pour soumettre ces questions aux intervenants. Si vous avez un problème technique, utilisez le chat et nous espérons que l'équipe technique de l'UNESCO pourra vous aider. L'UNESCO a organisé une semaine d'événements. Notre webinaire qui commence maintenant, partagez votre histoire pour le développement. C'est en s'appuyant sur l'analyse d'histoires collectées via la plateforme en ligne Story for Development, avec l'aide de la Nippon Foundation, nous avons repris ces histoires, impact de ces personnes dans les espaces dans lesquels elles vivent, travaillent. Ces histoires sont des études de cas pour les organisations de la société civile. Elles émanent d'ailleurs de tous les domaines pour que les personnes, toute personne puisse apprendre de l'expérience d'autres. Il y a au cours de l'heure qui va suivre, nous allons pouvoir parler à une poignée de ces personnes qui vont partager leur histoire et qui partagent leur histoire sur le site web. Avant de présenter les intervenants, je vais lancer un sondage qui est mis à votre disposition dans les 3 langues. Alors, si vous ne voyez pas la langue qui est la vôtre, il suffit d'aller vers le bas. Et pendant que je présente les intervenants, nous allons lancer le sondage auquel vous pouvez participer. La question, choisissez les 3 facteurs principaux dans la liste qui suit qui ont permis votre autonomisation. Alors, j'espère que j'ai bien lancé le sondage comme il faut, car c'est la première fois que j'utilise cet instrument. Donc, vous pouvez répondre. Et en attendant, je vais présenter nos intervenants. Madame Maria Soledad Cisternas Reyes, qui est avocate et qui est l'ancienne envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour le handicap et l'accessibilité pour les Nations Unies. Elle a travaillé au Chili et au niveau mondial. Elle faisait partie du comité qui a rédigé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. David Barnes, qui est chef d'accès et inclusion, fondateur de Symbol, qui dispose d'une grande expérience dans la conception de technologies pour les personnes handicapées et qui travaille au jour le jour avec des personnes handicapées, l'utilisation de l'intelligence artificielle, des technologies émergentes et l'innovation surtout pour apporter des services résilients aux personnes handicapées pendant la pandémie. Madame Ludivine Munoz, qui est championne à plusieurs reprises, championne paralympique et responsable de l'intégration paralympique. Elle a été à 13 ans la plus jeune membre de l'équipe française de natation. Elle a gagné énormément de médailles. Elle travaille également dans le monde de l'entreprise. Madame Zeynab Chinaka Mwala, responsable des adhésions Bookshare pour l'Asie et l'Afrique. Il s'agit de la plus grande bibliothèque pour les personnes handicapées et elle a joué un rôle majeur pour faire croître la présence de son entreprise en Asie et en Afrique. Elle a un billet en économique et en français et elle a été pendant de nombreuses années traductrice et enseignante de français.
Jason Aristizabal, qui est le fondateur des Açores Valle, une organisation qui vient en appui des personnes handicapées dans le district d'Agua Blanca, une des zones les plus pauvres de la ville de Cali en Colombie. Il a 2 diplômes en communication sociale et en droit, et il est convaincu que les technologies numériques sont un instrument essentiel pour accéder à l'information et à la connaissance pour les personnes handicapées. J'ai noté que le sondage a été lancé, les résultats sont apparus, et donc le sondage du coup a été relancé. Il s'agit peut-être d'un problème technique, mais si ça ne vous dérange pas, veuillez répondre de nouveau à ce sondage afin que nous puissions voir les résultats. Donc juste, je vais vous donner 30 secondes. Merci d'être patient avec nous et avec la technologie. Bon, je n'ai pas mis un terme au sondage, mais voilà le théâtre des opérations. Maintenant, nous sommes tributaires de la technologie. Je vais attendre un peu plus car très peu de personnes ont répondu pour l'instant. Je vais mettre un terme à ce sondage pour que nous puissions entamer notre débat. Ah non, il y a encore... Nous allons faire un compte à rebours de 30 secondes pour que vous puissiez répondre à ce sondage, car en fonction des réponses, je vais peut-être essayer de concentrer la discussion sur ces 3 facteurs les plus pertinents qui permettent l'autonomisation. Et je vais essayer de garder ces 3 thèmes et demander aux intervenants ce qu'ils pensent de ce résultat. Donc, je vais mettre un terme au sondage maintenant. Et ce que nous voyons, c'est que c'est assez divisé. Alors, déjà, c'est en 3 langues, mais ce que je peux voir, c'est que l'éducation ressort comme un sujet très important. Les soins de santé ensuite, et le droit, les lois. Alors, je vais vérifier que dans les autres langues, c'est la même tendance. Oui, l'éducation est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Alors, voilà ce que pourraient être les 3 piliers de la conversation. Je vais commencer avec Maria Soledad Cisternas Reyes. Maria va devoir partir un peu plus tôt avant la fin. Donc, donnons-lui la parole au début et merci aux autres intervenants d'être patients. Donc, posez-lui des questions dès le départ. Le format sera un peu différent pour Maria Soledad Cisternas. Maria Soledad Cisternas, vous êtes malvoyante, vous êtes avocate. À quel moment avez-vous réalisé que votre handicap ne devait pas vous empêcher de réaliser votre rêve professionnel? And Maria, you're on mute on my end. Maria, malheureusement, votre micro est éteint. Pardon, j'avais un problème technique. Est-ce qu'il y a de l'interprétation? Oui, il y a de l'interprétation. Maria, did you catch my question? Wonderful. Okay, so my question was Pourriez-vous répéter la question? Oui, bien sûr. Vous êtes malvoyante et pourtant, vous avez obtenu votre diplôme de droit. À quel moment avez-vous réalisé que votre handicap ne devait pas vous empêcher de réaliser vos rêves professionnels? Alors, oui, j'ai un diplôme en droit, j'ai un magistère en sciences politiques également, et jamais je n'ai pensé que mon handicap n'allait me priver de mes droits. Moi, j'étais certaine que
je voulais étudier le droit et devenir avocate. Et ensuite, le magistère en sciences politiques était euh, quelque chose qui complétait ma première formation. Donc, je n'ai jamais eu ce dilemme. J'ai toujours su que je voulais être avocate. Wow, that's really amazing. And what would you say are Impressionnant. was the major Et enabling selon factor for vous, you to achieve your qu'est-ce professional qui, dreams? qu'est-ce qui a permis que vous réalisiez ce rêve professionnel? Alors, le facteur principal, c'est que je suis une personne qui aime étudier. Depuis toute petite, j'étudiais, pas parce que j'étais obligé de le faire, mais parce que j'aimais ça. Et c'est vraiment quelque chose de constant dans ma vie. Même après, plus tard, quand je suis devenue étudiante en droit, et ça a été très utile. Quand j'ai commencé à travailler au sein du comité pour rédiger la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, j'ai beaucoup étudié pour apporter quelque chose. Au sein du comité, également, quand j'étais membre du comité pour les personnes handicapées des Nations Unies, eh bien, j'ai étudié maintenant en tant qu'envoyé spécial. Donc, j'étudie, je suis une personne opiniâtre et pleine de conviction. And that really aligns with the poll results that we have seen that Et en education fait, and ça va dans le droit access fil du sondage. Nous voyons que l'éducation et l'accès à l'éducation sont des éléments capitaux pour que les personnes handicapées puissent réaliser tous leurs objectifs. to choose for anyone, Alors, regardless c'est en fait whatever un élément situation they're clé in. Now, indépendamment when we talk, Maria, du fait que about l'on soit accessibility, handicapé ou pas. do you J'aimerais believe parler de cette année, Maria, car access vous can avez it énormément create parlé de l'accès, conflicts pas during de a l'accès time of à COVID l'éducation, mais de when l'accès à l'hôpital. En période de disabilities Covid, are ça a need to été hear un more problème about pour les what can be personnes done. handicapées. Donc, quelle a été cette prise de parole, cette déclaration? Qu'entendiez-vous par là? Avant de répondre à cette question, j'aimerais parler aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, je ne suis pas issu d'une famille aisée, je n'avais pas de contact. Et donc, l'étude, mes convictions ont suffi. Alors ensuite, vous m'avez posé une question, les difficultés d'accès des personnes handicapées aux soins de santé, aux hôpitaux. Je pense que ça a été le reflet des carences de nos systèmes, des problèmes de nos systèmes. Ça s'est vu dans le cas des hôpitaux, des soins intensifs, des respirateurs, par exemple. On ne savait pas, par exemple, parfois si les personnes handicapées allaient bénéficier des respirateurs. La question s'est posée. Et ensuite, toutes les difficultés par la suite, accès aux médicaments, aux aliments, aux soins, même l'exercice de droit, le droit à l'éducation et le droit au télétravail. C'est un défi majeur pour l'ensemble de la société, pour nos gouvernements. Car la Convention évoque ces droits, mais la personne qui a un handicap fait toujours face à des obstacles. Et ces obstacles, il faut absolument les détruire pour permettre l'égalité des chances et créer un monde où chacun pourra bénéficier, jouir de ses droits. Donc les défis aujourd'hui, ce sont des défis pour la société dans son ensemble et pour les États. Et bien sûr, cela revient, j'en reviens à mon sondage, vous avez évoqué les soins de santé, la santé, c'est le point numéro 2 le plus important. Maria, une autre question. Vous avez parlé du besoin de créer des villes intelligentes. Et au fur et à mesure que nous construisons ces villes intelligentes au XXIe siècle, n'oublions pas d'inclure les personnes handicapées, soyons intelligents et incluons les personnes handicapées. Qu'entendiez-vous par cela? Oui, j'ai dit ça, qu'il nous faut des villes intelligentes, mais pour qu'une ville soit véritablement intelligente, il faut que ces villes soient accessibles, ce qui signifie donner accès à tout le monde pour que tout un chacun puisse
jouir de ces droits. Pas uniquement les personnes handicapées, mais les personnes âgées également, ou des personnes qui, de façon temporaire, vivent des situations difficiles. Ce que j'aimerais dire, c'est que les villes intelligentes doivent envisager des préalables. Et ce préalable le plus important, c'est accessible. Accessible du point de vue technologique pour que tout le monde puisse véritablement y accéder. Donc, ça veut dire fournir ces technologies à tout le monde et ensuite former tout le monde pour que ces personnes puissent accéder à ces instruments, à ces accès technologiques. Cela se voit avec l'éducation à distance, puisque pendant la pandémie, nous avons vu les failles du système où il manquait parfois cette accessibilité, cet accès aux technologies. Oui, d'ailleurs, c'était la discussion au cours du webinaire précédent. Beaucoup des intervenants ont parlé d'accessibilité, du rôle de la technologie. Ce premier webinaire et notre deuxième webinaire maintenant seront postés sur le site web. J'invite tous ceux qui n'ont pas pu écouter le premier webinaire de le regarder sur le site web. Merci Maria Soledad. Je vais maintenant passer la parole à Ludivine. Vous êtes championne, vous êtes nageuse, ensuite vous avez changé de carrière. C'est quelque chose de très difficile pour tout le monde. Mais est-ce qu'il faut envisager des choses différentes pour une personne handicapée? Car quand on pense à un changement de carrière, est-ce qu'il y a des choses particulières quand on est une personne handicapée? Quand on est une personne handicapée, effectivement, à la base, on fait déjà le choix d'aller vers une discipline sportive parce qu'on a envie, comme tout le monde, de faire du sport et d'avoir accès à la pratique sportive. Donc, dès le départ, et je rejoins exactement ce qu'a dit Maria juste avant, c'est qu'on a des rêves et on met tout en mesure pour y atteindre. Moi, mes rêves, c'était qu'on ne me regarde plus dans la rue en se retournant et en disant « Oh, regarde, maman, il y a une personne qui est différente ». Mais qu'on se retourne dans la rue en disant « Oh, regarde, c'est une sportive de haut niveau ». Et j'ai donc eu la chance d'accéder à de la pratique sportive pas très loin de chez moi et à développer cette compétence au travers de différents Jeux paralympiques. Et quand on arrête sa carrière, on se pose beaucoup de questions de l'après-carrière. La reconversion des sportifs est un vrai sujet, qu'elles soient handicapées ou pas du tout. Et il faut qu'on réfléchisse à l'accompagnement par l'éducation pour pouvoir intégrer une société et un emploi. Donc, on se pose des questions de se dire, mais qu'est-ce que ça va changer puisqu'on gagne de l'autonomie grâce au sport? La pratique sportive en tant que personne en situation de handicap nous permet d'aller plus loin dans nos capacités physiques du quotidien. Et donc, les plus grands enjeux quand j'ai arrêté de ma carrière, même si je ne supportais plus d'aller à la piscine pour m'entraîner parce que j'avais nagé trop longues années, c'était comment je développe d'autres sports et une pratique au quotidien pour garder la capacité physique que le sport m'avait permis d'atteindre. J'avais une autonomie de marche qui était impressionnante quand on sort d'une période de très haut niveau. À Pékin, quand j'ai pu visiter les Jeux paralympiques, j'ai pu traverser presque tout Pékin à pied. Donc, c'est comment on continue à pratiquer du sport, comment on continue à être acteur de notre quotidien physique pour garder cette capacité tout au long de notre vie. And Ludivine, what do you think Et Ludivine, quels ont été les facteurs qui vous ont permis ce passage? Alors pour Maria, c'était travailler dur, étudier dur, l'éducation. Êtes-vous d'accord avec Maria? Je pense effectivement que l'éducation est un élément clé qui nous permet de sortir et de faire une reconversion. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études supérieures en parallèle de ma carrière sportive et ça a demandé, comme toute personne, et encore plus pour une personne en situation de handicap qui met plus de temps pour se déplacer et qui a plus de difficultés d'accès aux études, ça m'a permis de rebondir et de pouvoir aller vers un emploi directement intégré dans la société. Et je pense que c'est important d'anticiper et de chercher qu'est-ce qu'on est capable de faire en parallèle, bien sûr, de nos rêves les plus fous en termes de carrière professionnelle. Et moi, c'est comme ça qu'en sortant le lendemain de mon retour des Jeux paralympiques, j'ai pu intégrer une entreprise qui m'avait recruté un peu avant la compétition avec mes capacités professionnelles en lien avec mes études. Il faut qu'on se pose des questions parce qu'au quotidien, si on ne fait rien, personne ne viendra nous chercher pour nous sortir de notre maison et nous permettre d'accéder soit au sport, soit à l'emploi. Donc, on est dans une dynamique de surcompensation, d'aller au-delà encore de ce qu'on est capable simplement en faisant tous les jours au quotidien. Et il faut garder cette dynamique pour nous permettre d'avancer plus vite ou en tout cas d'avancer tout simplement comme tout le monde.
And that's where the experience in sports and that Et competitive. c'est là que l'expérience dans le sport et la compétition aident, à mon avis. Zeynab, vous avez parlé du pouvoir de la technologie pour aider les personnes en situation de handicap. Quand vous étiez jeune, il n'y avait pas d'accès à ces technologies ou elles n'existaient pas. Et là, je reviens à ce que disait Maria sur les villes euh, euh, intelligentes. Il faut réfléchir différemment. Moi, je suis née avec un handicap visuel, je suis malvoyante. J'ai commencé mon éducation dans les années 70 et 80. La technologie, c'était un rêve, même dans les pays développés. Alors imaginez, dans les pays en développement, nous n'avions rien du tout. Moi, je dépendais de personnes pour lire, pour me lire les choses. Ma mère m'aidait à écrire. Mon éducation, je l'ai faite. J'ai étudié ce que je voulais étudier le français, j'y suis parvenu, mais le problème s'est posé au jour le jour. J'avais besoin de gens qui devaient lire les choses pour moi, alors que maintenant, je peux avec les livres accessibles. Mais à l'époque, il y a beaucoup de connaissances sur le monde que je ne pouvais pas lire. Je n'étais pas maître des moments où je pouvais lire, où on pouvait me lire. Il fallait vraiment que je dépendais des autres, même pour réviser. Donc, il fallait que j'apprenne une fois. Et en plus, apprendre le français dans mon pays, à l'époque, c'était très rare. Personne ne connaissait le français. Donc, pour réviser avec quelqu'un, c'était difficile. Zainab, pour continuer, je suis très curieuse. C'est pour ça que maintenant, vous travaillez pour Bookshare. Qu'est-ce que Bookshare? Bookshare, c'est une bibliothèque accessible pour les personnes qui sont en situation de handicap. Nous avons plus de 900 ouvrages. Les personnes peuvent lire ces ouvrages sur leur téléphone, en tout cas en utilisant un instrument technologique. Aujourd'hui, les personnes ont la liberté de lire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. C'est la liberté. Et donc, quand vous avez cette liberté-là, l'éducation s'ouvre à vous, ou en tout cas plus de voies s'ouvrent à vous. C'est la raison pour laquelle je dis que la technologie a été vraiment une révolution pour les personnes malvoyantes. On peut accroître sa connaissance, car maintenant on peut lire plus, et surtout quand on veut. Merci Zeynab. Je vais passer à Jason maintenant. Avant votre fondation, est-ce qu'il y avait quelque chose de similaire dans votre ville de Cali? Quelque chose qui ressemblait à votre fondation Asodis Valle? Bonjour. Alors, en effet, en Colombie, il y avait des institutions spécialisées en éducation, mais les quelques qui existaient étaient privées, très chères. Et donc, la majorité des personnes en situation de handicap n'avaient pas accès à l'éducation. C'était vraiment un frein. Donc, il y en avait très peu et la plupart étaient privées et très chères. Donc, nous avons voulu créer une institution qui soit gratuite pour donner accès à beaucoup plus d'enfants, des enfants qui, du fait de ce manque d'accès, n'ont pas pu finissaient dans une chambre, sur un lit et n'avaient pas accès à l'éducation. Donc, à Cali, nous avons créé une institution gratuite qui donne accès aux enfants les plus pauvres de notre ville de Cali, des enfants en situation de handicap. Jason, c'est incroyable que vous ayez lancé la fondation Asodis Valle. Quelles ont été les clés de votre propre succès, à votre avis?
L'éducation, sans aucun doute. Alors là, je vais vous raconter mon histoire. Ma mère me dit que quand je suis né, les médecins lui ont dit que mon avenir, ça allait être nettoyer les chaussures. Et que c'était probablement la seule chose que j'allais pouvoir faire. Malheureusement, en Colombie, voilà la vision qu'on avait. Mais ma mère m'a parlé d'éducation. Elle m'a amené dans une école ordinaire, classique. Ensuite, moi, j'ai continué mes études jusqu'à l'université. Et ça a été le plus important pour moi, l'éducation. C'est pour ça que mon rêve, c'est d'ouvrir la première université en Amérique latine pour les personnes handicapées. Car quand on étudie, les opportunités s'ouvrent à nous, des opportunités d'emploi, et pas uniquement d'emploi. Et donc, l'éducation, c'est l'élément fondamental pour l'épanouissement personnel des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Jason. David, à vous, vous avez été très patient, vous avez écouté les histoires des uns et des autres. Peut-être quelques observations sur tout ce qui a été dit, parler de l'impact du télétravail en cette période de Covid. Donc, réagissez à ce que vous avez entendu. Et la deuxième question, quels sont les défis pour une personne en situation de handicap quand on télétravaille, quand on travaille à la maison? Je suis très intéressé quand les personnes parlent de l'éducation et de l'importance que cela revêt. Quand on gratte un peu plus, les gens ventilent un peu l'éducation en plusieurs éléments. Souvent, les gens vont vous parler d'un enseignant, d'une personne, d'un parent qui les a encouragés, qui les a appuyés vers l'éducation tout au long de leurs études. Donc souvent, on oublie dans cette discussion que l'éducation, ce n'est pas uniquement une institution. Nous devrions nous souvenir de l'importance que revêtent les enseignants et de leurs compétences. Il ne s'agit pas uniquement de matériel manuel accessible, c'est la qualité de l'enseignement et des enseignants. Qu'est-ce qui a poussé les gens vers l'éducation? Et très souvent, ce que j'entends, c'est que les gens autour d'eux avaient des grandes attentes et que les personnes en situation de handicap avaient des attentes pour eux-mêmes. Donc, investir dans l'humain, ça c'est le plus important, si je comprends bien ce que vous dites. La technologie, l'éducation, c'est important, mais il faut cette ressource humaine d'abord. Oui, tout cela, même le technologique, vous avez besoin de personnes. Moi, c'est vraiment ce que je retiens suite aux interventions aussi. Alors, j'aimerais parler du télétravail, mais une question vient d'être posée. En plus des nouvelles normes de distanciation sociale imposées par la pandémie, les personnes handicapées ont toujours fait face à la discrimination et souvent été isolées. Donc, comment les personnes handicapées ont inversé la tendance dans laquelle ils vivaient? L'isolement, c'est le contraire de l'interaction. Donc, quelle est votre analyse sur cela? Un autre élément auquel j'ai beaucoup réfléchi pendant ce processus, c'est qu'il est très difficile de parler des personnes handicapées comme un groupe unifié de personnes composées de gens qui ont tous les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes difficultés. En réalité,
On ne peut faire ça avec aucun groupe de notre société. Et c'est un peu étrange parce que certaines personnes handicapées estiment que le travail à domicile, c'est l'environnement le plus favorable possible et ils veulent travailler à domicile, alors que d'autres, comme on l'a vu dans le questionnaire, estiment que s'ils doivent travailler à la maison, alors leur isolement social et leur exclusion est encore plus exacerbée. Donc, comment changer les attitudes, comment changer les méthodes de travail pour qu'on soit plus que simplement un visage à l'écran. Ludivine, qu'en pensez-vous? Vous avez travaillé dans le milieu de l'entreprise. Dans quelle mesure est-ce que le travail à domicile a changé les choses pour vous et pour les personnes handicapées? Et puis deuxièmement, est-ce que la pandémie a changé le sport pour les personnes Mélissa, handicapées? C'est une très bonne question et je rejoins complètement David qui explique qu'il n'y a pas de réponse exacte au choix de vouloir rester en télétravail ou au contraire d'avoir la possibilité d'avoir une vie sociale au quotidien. Je pense que la réponse, elle est individuelle, mais il est certain que pour certaines personnes, c'est plus facile que d'avoir des jours de repos en télétravail. Je parle de repos physique parce qu'il est un défi quotidien que d'être prêt à 8h30, 9h en fonction de l'endroit où on travaille. Mais c'est un défi pour certaines personnes en situation de handicap d'être prête le matin au travail tous les jours, 100% de l'année. Donc, c'est un défi de pouvoir garder le contact avec ses collaborateurs et de faire pour autant un peu de télétravail parce que ça permet aussi de pouvoir se reposer dans notre quotidien de travail. Donc, je pense qu'on a une route à écrire devant nous pour rebondir à la question de Mélissa sur le Covid-19. On a une route devant nous pour faire changer les comportements professionnels en permettant à chacun, à son rythme, de garder un peu de travail et d'interaction avec son entreprise, mais également de pouvoir continuer à faire du télétravail pour pouvoir accéder à un peu de repos dans sa semaine. Tout ça en conjointement avec cette démarche maintenant universelle et nouvelle de télétravail qui se développe partout dans le monde. Il faudra bien sûr penser à conserver la pratique sportive chez tout le monde, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, même si elle n'est pas de haut niveau, mais simplement en loisir, la pratique sportive est aussi un moment d'interaction sociale avec d'autres et également un moment d'inclusivité où on peut pratiquer le sport quand c'est possible à côté de quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap, parce qu'on fait du vélo à deux en tandem, parce qu'on marche côte à côte, on discute, et ça nous permet de garder une mobilité assez importante. Donc finalement, devant nous, il faut qu'on avance vers un mix de tout ça, avec du travail en présentiel social, du travail en télétravail pour pouvoir aussi se reposer, et également un peu de pratique sportive tous les jours pour garder notre autonomie et garder ce lien social avec nos collègues. Great. And we have another question. Nous avons une autre question qui vient d'être envoyée pour Zaina. Est-il possible d'utiliser Bookshare pour partager des articles et des ressources? Pouvez-vous nous en dire plus sur Bookshare et sur ses possibilités? Merci. Zainab, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Quelqu'un vous pose la question suivante. Est-ce que Bookshare est une plateforme sur laquelle on peut partager des articles et des ressources? Oui, tout à fait, c'est possible. Comment? Il faut envoyer un mail à Bookshare et puis ensuite on pourra partager leurs articles et ressources. On pourra les lire, les rendre disponibles et les publier sur le site. Très bien. Moi, j'ai consulté votre site web. C'est un site remarquable. Oui, absolument. Et c'est tout à fait accessible et facile à utiliser puisque ce site doit respecter les nouvelles normes. Et ce site est conçu pour les personnes handicapées, donc c'est un site très facile d'utilisation. Formidable. Zainab, je voudrais vous demander quelques précisions sur la technologie. Je regardais un petit peu Bookshare et je me posais des questions sur votre travail, d'autant plus après le webinaire précédent. Je me disais que la technologie coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens d'y accéder. Donc, que peuvent faire les gouvernements et la société pour assurer un accès à la technologie aux personnes handicapées?
Je crois que la plupart des gouvernements actuellement essaient de rendre le monde plus accessible en termes technologiques. Les ordinateurs peuvent coûter moins cher. Il y a beaucoup d'ONG, notamment dans les pays, qui font des donations. Les gouvernements aussi font des dons, par exemple d'ordinateurs. Beaucoup d'entreprises, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, font également des dons. Donc, si les ordinateurs ne sont pas accessibles financièrement ou autre forme de technologie, eh bien, de nos jours, un téléphone avec le logiciel Android ne coûte pas plus d'une centaine de dollars n'importe où sur Terre. Donc, ce type de téléphone peut être donné à des individus et ce téléphone peut permettre d'avoir accès aux connaissances, au monde et éviter l'isolement, puisque l'accès sur un téléphone de nos jours est aussi efficace que l'accès à un ordinateur. Avec un simple clavier, on peut avoir une sorte de mini-ordinateur. Et donc, je crois que cela ne coûte plus si cher. La seule chose, c'est qu'il faut distribuer ce type de support aux individus. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'individus dans le cadre de Bookshare et je sais que c'est difficile d'avoir accès à la technologie. Il faut donc assurer des canaux de distribution efficaces qui ciblent les locaux dans les villages, qui identifient les personnes qui en ont le plus besoin. Merci. Mélissa, j'aimerais répondre également. La question des téléphones portables est absolument cruciale et Zainab en parle très bien. Je crois que c'est une question importante. Beaucoup d'utilisateurs ne parlent pas d'ordinateur lorsqu'ils parlent de technologie. Ils parlent d'accès, ils parlent de téléphone mobile. Et malheureusement, pour beaucoup, c'est difficile parce que certaines personnes ne comprennent pas l'importance des téléphones portables, alors que c'est ce que beaucoup d'individus utilisent pour accéder à la banque, pour lire des livres, pour identifier le lieu et la date d'événements sportifs, écouter des contenus. Et donc, il faut aider les individus à avoir accès à des téléphones portables parce qu'on ne les aide pas assez. Il faut financer les infrastructures. Parce que les téléphones portables sont la technologie la plus importante actuellement dans le monde pour inclure tous les publics. Jason, je vois que vous acquiescez. Vous êtes donc d'accord sur le fait que les téléphones portables sont les outils technologiques les plus importants actuellement? Qu'en pensez-vous? Et je me demande aussi comment vous utilisez la technologie dans votre organisation. Effectivement, c'est très important. Je veux aussi également parler de la question précédente. En Amérique latine, l'accès à la technologie, à Internet, est très limité, beaucoup plus qu'ailleurs. L'accès à Internet et l'accès aux technologies pour l'Amérique latine est beaucoup plus difficile, et notamment pour les personnes handicapées. Et avoir un ordinateur à la maison, c'est encore plus compliqué. Et cela leur enlève l'opportunité de travailler à la maison. Il faut donc renforcer l'accès à la technologie en Amérique latine et à Internet et au travail à la maison. Puisqu'en Europe, on observe que les personnes handicapées peuvent se retrouver isolées, notamment du marché du travail lorsqu'ils n'ont pas accès à la technologie, lorsqu'ils ne peuvent pas faire de télétravail. Et donc les gouvernements latino-américains doivent commencer à penser en ces termes et à penser à ces technologies.
C'est une parfaite transition par rapport au site internet sur le développement. Je vous avais dit que votre rêve, c'est de bâtir le centre pour l'éducation inclusive en Amérique latine. C'est un rêve pour vous. Pourquoi n'avez-vous pas pu concrétiser ce rêve? Quelle aide aimeriez-vous obtenir? Nous cherchons des financements provenant de plusieurs organisations internationales qui doivent nous soutenir pour ce projet. Depuis l'école, nous essayons d'aider les personnes handicapées ainsi que les personnes autistes et la technologie peut accélérer le processus d'apprentissage. Il faut tirer parti des applications, le développement de nouvelles applications pour la lecture et l'écriture, par exemple, afin d'assurer le développement cognitif depuis l'école. Nous avons reçu une question qui nous vient du Ghana. Cette question s'adresse à tous les participants. Il ou elle demande si vous pouvez partager les éléments culturels positifs de vos communautés qui vous ont soutenu et encouragé. Donc, on parle beaucoup d'éducation, de santé, mais effectivement, les éléments culturels ont également leur rôle à jouer. Zainab, qu'en pensez-vous? Actuellement, à cause de la pandémie, la situation n'est pas idéale au niveau social. On est isolé. Et donc la culture s'en ressent, mais en temps normal, nous sommes tout à fait intégrés au monde ordinaire. Selon moi, on ne peut pas créer notre propre monde. Nous devons pouvoir nous intégrer dans le monde qui existe déjà. Nous devons évoluer pour nous intégrer à ce monde-là. Excusez-moi, allez-y. Je croyais que vous aviez fini. Allez-y, je vous en prie. On devrait être acceptés. Les individus devraient nous accepter. On devrait plutôt se concentrer sur ce qu'on peut faire plutôt que sur ce qu'on ne peut pas faire. Merci, formidable. Ludivine, même question. Quels sont les éléments culturels positifs dans votre communauté qui vous ont permis d'avancer? Pour revenir justement juste à quelques mots sur ce que vient de dire Zainab, je suis d'accord que l'importance pour pouvoir inclure toutes les personnes différentes, quelle que soit la différence, dans une société, c'est d'être en capacité de comprendre cette différence. Et je pense que nous, grâce un peu à cette candidature et le fait qu'on puisse organiser à Paris, en France, dans quelques années, les Jeux de Paris 2024, et demain, nous aurons bientôt la chance de voir ceux de Tokyo 2021, c'est le 3e événement mondial en termes de visibilité d'un événement sportif dans le monde. Faire connaître les sports paralympiques, faire connaître les personnes en situation de handicap au monde entier, c'est permettre de comprendre qu'on peut faire des performances et qu'on est complètement égal, équivalente à une autre personne, juste on court différemment, on nage différemment. Et je pense que la communication qu'on peut avoir autour d'un événement sportif, et c'est ce que la société aujourd'hui française m'a permis d'avoir, c'est de communiquer sur les personnes en situation de handicap
pour les inclure dans tout type de société, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'emploi ou que ce soit dans le sport. Donc, profitons de cet événement planétaire pour faire connaître les différences des personnes en situation de handicap comme des talents, comme des réussites et comme des personnes qui font accompagner au quotidien par l'accès à la technologie, par l'accès à la communication, par la non-discrimination. Dans notre quotidien aujourd'hui, nous avons plus de 15% de personnes en situation de handicap. Autant être en capacité de les inclure dans la société. Et positivement, la société, elle évolue de jour en jour. Il y a encore un très grand chemin à faire, mais la technologie nous permet de vivre différemment sur les 10 dernières années et ça nous donne accès à des choses qu'on n'aurait jamais pensées il y a 20 ans. C'est déjà génial, mais on doit poursuivre notre route parce que tous les pays ne sont pas au même niveau d'égalité. Et communiquons, parlons et médiatisons les personnes en situation de handicap pour montrer qu'on est capable d'être inclus partout. Ludovine, I definitely want to follow up a little bit more. Ludivine, je souhaite rebondir sur ce que vous avez dit, notamment sur les Jeux paralympiques de 2024. Mais d'abord, je vais donner la parole à Jason qui va répondre à la question sur les éléments culturels positifs de sa communauté qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs. Jason. Tout à fait. Les Colombiens, les personnes d'Amérique latine, ont une véritable envie de donner, d'éduquer. C'est un peuple résilient qui a envie de surmonter les obstacles. Et ça, c'est un élément culturel qui m'a permis de devenir plus fort. Les habitants de Cali ont vraiment envie de s'en sortir, de se battre, de changer leur histoire. En un mot, c'est une société, un peuple qui veut changer son histoire. David, j'aimerais que vous participiez également. C'est assez lié à ce que vous disiez sur tout ce qui doit être centré sur l'humain. Oui, tout à fait. Il y a quelques variations, mais Zainab a dit que lorsque la désignation a changé et est passée de personnes handicapées à personnes déterminées, cela a tout changé. C'était il y a 2 ans. Et je comprends ce qu'on essayait de communiquer par ce changement de désignation. Et puis, l'idée de la résilience, l'importance de la famille, ce sont des valeurs essentielles, puisque la famille, c'est la communauté qui plaide pour vous avant que vous puissiez le faire par vous-même. Quand vous êtes jeune, quand vous apprenez à avoir confiance en vous grâce au sport, quand vous prenez confiance en vous, eh bien, c'est le moment où vous pouvez enfin vous défendre. Mais avant ça, c'est votre famille qui vous représente. Et puis, la communauté a également un rôle essentiel. Les organisations dans la communauté sont très importantes, comme Jason, par exemple, qui dirige une association communautaire. Et donc, la communauté a une importance culturelle centrale. Il faut respecter ce mantra selon lequel rien ne se passe pour nous sans nous. Et donc, il y a une vraie variation culturelle dans notre approche aux associations communautaires. Merci. Je suis ravie que nous ayons pu répondre à un certain nombre de questions pendant cette session. Il reste une question, sans doute la dernière, mais c'est une question qui m'intrigue. La voici. Il est question d'une expérience personnelle aux Philippines. Que peut-on faire pour intégrer la résilience créative grâce à l'art comme composante essentielle des programmes scolaires ou alternative au système d'apprentissage? Donc, l'art, en général, on pense à l'éducation avec la lecture et les mathématiques, mais cette
ce participant veut parler de l'art et j'aimerais que tout le monde nous en parle. Peut-être que cette fois, je vais commencer par David. Vous pouvez peut-être commencer. C'est un excellent exemple. L'art, le sport et les activités non scolaires, extrascolaires pendant l'enfance sont très importantes pour développer la confiance en soi, la détermination, l'autonomie. Certains peuvent ne pas être sportifs, d'autres peuvent être plus créatifs, mais en fait, le sport et l'art sont plus importants que ce qu'on croit et Ludivine en est un excellent exemple. Ludivine, je suis sûre que vous êtes d'accord. J'aimerais que vous en parliez un petit peu plus. En plus du sport, l'art, qu'en dites-vous? J'en dis que c'est une occasion de générer la créativité, comme disait David. Je pense que c'est un moment d'épanouissement personnel. On doit prendre le temps de développer chez tout le monde, en fonction de nos capacités, bien sûr, parce que ça nous permet de nous évader. Et d'autant plus quand on a un moment des limites de son corps, des limites de sa capacité à évoluer dans la société, et ben autant aussi pouvoir générer de la créativité et de la sortie dans la partie culturelle et dans l'art pour pouvoir aussi développer d'autres compétences. Je pense que c'est nécessaire pour se raconter une histoire pleine de rêves, de créativité et aller encore plus loin. Et je rejoins complètement la partie déterminante de nos personnes que nous sommes aujourd'hui. Et il est certain que grâce à l'art, ça nous permettra aussi de nous épanouir personnellement. Zainab, your thoughts? Zainab, allez-y. À mon avis, l'art ou toutes sortes de travail créatif, c'est extraordinaire parce que c'est ce qui permet d'exprimer ce qui se passe dans notre esprit. Je connais une personne malvoyante qui dessine avec des crayons et ces dessins au crayon lui permettent d'exprimer ses pensées. En Inde, il y a beaucoup de musiciens qui sont extrêmement créatifs. Beaucoup de pensées sont exprimées. Et la connaissance par les livres n'est pas tout. L'art, la création s'exprime également. Donc, quel que soit votre choix, choisissez avec vos idées, votre esprit, et faites ce que vous avez envie de faire. Rien n'est impossible. En français, on dit si on veut, on peut. Extraordinaire. Jason, j'ai vu des vidéos de vous qui travaillez avec des enfants. J'ai vu que l'art était au cœur de beaucoup de ces initiatives. Je suis sûre que vous avez donc beaucoup de choses à nous dire sur l'importance de la créativité dans l'éducation. En Colombie, on a on accorde beaucoup d'importance à l'art et à la créativité. On parle souvent de professionnalisation des artistes, donc d'art professionnel. L'art peut être vu comme un cours d'été, une université, mais en fait, il faut que l'art soit plus professionnel. Par exemple, dans la musique, la peinture, les arts plastiques. Parce que pour l'instant, malheureusement, on a l'impression que l'art, c'est un loisir, un cours d'été, mais ça peut être une profession pour les personnes handicapées. Il faut former vraiment des artistes professionnels.
que seamos los mejores. Nous devons devenir, au niveau de la Colombie, les meilleurs. Fantastic. Well, we Très bien. have 5 minutes left. Il nous reste 5 minutes. Has gone by very quickly for me. Ce panel est passé très vite pour moi. J'aimerais vous demander à chacun de formuler vos pensées finales de conclusion. Ludivine, je voudrais vous parler des Jeux paralympiques de 2024. Ma question est la suivante. Que devons-nous attendre en termes d'innovation d'ici 2024 aux Jeux paralympiques? D'ici 2024, on peut déjà attendre d'avoir des Jeux extraordinaires au même titre qu'on organise des Jeux olympiques. Que les Jeux paralympiques aient la même envergure de notoriété, de visibilité et d'accès à l'excellence, que ce soit les Jeux olympiques comme les Jeux paralympiques. Je pense que déjà, c'est un signal fort que de donner la même importance à ces deux compétitions qui seront réunies dans un même événement. Donc, on attend en termes de technologie de permettre à toutes les startups qui ont d'exceptionnelles idées innovantes de les mettre au service des personnes en situation de handicap. Beaucoup de choses se développent actuellement et ça permet d'accéder à de la localisation, par exemple, pour des personnes déficientes visuelles, pour pouvoir se mouvoir dans un lieu public sans chercher la sortie pendant une demi-heure, ou encore d'avoir accès à de l'information instantanée qui permet à une personne qui marche plus difficilement de trouver son chemin bien plus vite sans faire 4 km pour trouver la porte d'entrée. Donc aujourd'hui, on recherche à mutualiser toutes ces startups qui peuvent nous donner accès à des événements plus faciles, que ce soit pour le sport ou pour autre chose, et faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Et je pense qu'un événement comme les Jeux paralympiques va permettre à toutes ces idées, à tous ces créatifs de faire connaître leurs idées pour développer notre société. Thank you. I certainly look forward to Merci. 2020. J'ai hâte de voir tout ça en 2024. C'est une perspective réjouissante. Zainab, pour 2021, quels sont les plans et les objectifs de Bookshare? Our goal is to reach out Notre objectif, c'est de toucher un maximum de personnes et de pouvoir offrir au maximum d'étudiants les ouvrages dont ils ont envie. Moi, j'aimerais que chaque étudiant puisse, et cela inclut les personnes qui ont tout type de handicap, les personnes malvoyantes y compris, j'aimerais que tous puissent aller le jour de la rentrée à l'école avec un livre de leur choix et qu'ils puissent s'asseoir aux côtés de leurs camarades qui n'ont pas de problème de vision et qu'ils puissent suivre les cours aux côtés des enfants qui n'ont pas de problème visuel. J'aimerais qu'ils puissent tous étudier en même temps et qu'ils ne doivent pas attendre que les livres soient accessibles 1 mois, 2 mois après. Pour l'instant, dans les pays en développement, c'est le cas. Les livres ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Ils doivent attendre. Donc, mon objectif, c'est que les étudiants de tout langage, de toute langue, aient accès aux livres dont ils ont besoin, qu'ils n'aient pas à souffrir comme moi j'ai dû attendre. Merci. Jason, j'aimerais vous poser une question qui a été envoyée par un participant. On nous demande comment sensibiliser le public sur l'accès à l'éducation. Pour moi, c'est une question très pertinente. Quelles sont vos pensées de conclusion sur la sensibilisation pour l'accès à l'éducation des personnes handicapées? Comment faire? Bueno, lo primero es seguir invitando para que la gente, las familias, las personas con Tout d'abord, discapacidad se animen a estudiar. A veces sentimos de que la misma persona con discapacidad il faut que les familles des personnes handicapées en Latinoamérica soient soutenues. En Amérique latine, beaucoup de familles manquent d'opportunités au niveau de l'éducation. Beaucoup de personnes ne savent pas s'ils seront capables de recevoir l'éducation, s'ils y arriveront. C'est un problème d'environnement, de gouvernement également, de pratique
Il faut absolument que tout le monde comprenne l'importance de l'éducation et les actions des gouvernements en Amérique latine jouent un rôle déterminant. Il faut être absolument décidé à donner les opportunités d'éducation aux personnes handicapées pour que celles-ci puissent être responsabilisées, pour qu'elles puissent étudier, etc. Merci beaucoup. David, je voudrais finir par vous. Alors, il y a beaucoup d'histoires sur storyfordevelopment.org, le site web, et donc il nous reste 1 minute. Pouvez-vous nous donner une idée de ce qu'on peut faire pour encourager le public à consulter ce site? Il y a une série d'histoires extrêmement diverses. Le terme d'inspiration a des connotations négatives dans la communauté des personnes handicapées, mais l'idée, c'est de voir que toutes les réussites des personnes sont acquises pour des raisons différentes dans des domaines très différents. Il faut donc que les individus aient confiance en eux pour avancer. Ces histoires vous donnent de bons exemples et je crois que pour quiconque travaille dans ce domaine, l'expérience vécue des personnes handicapées est précieuse, ainsi que leur réussite. Et c'est pourquoi Story for Development est un site très intéressant. Les personnes handicapées disent souvent que l'implication dans la santé, le sport, tout cela, ça fait partie de l'accès à la société. Il faut avoir accès à la culture également de la société. Si les environnements ne sont pas accessibles, alors les personnes handicapées n'ont jamais l'occasion de participer réellement. Alors que si on donne les opportunités, si on crée des univers accessibles, les personnes handicapées saisiront ces chances parce qu'elles peuvent prouver qu'elles peuvent y arriver. Voilà. Merci. C'était une conversation passionnante. Merci à tous les panélistes et merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. À nouveau, je vous encourage à vous rendre sur le site internet et très bonne soirée ou très bonne journée selon où vous vous trouvez. Thank you. Merci, au revoir. Thank you, Melissa. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you very much. It was very wonderful. Thank you. Do we have a host that wants to throw up the slate?